Donc, euh, Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire offert par la section Traitement documentaire et métadonnées de la Fédération des milieux documentaires. Mon nom est Patrick Carpentier, responsable des communications et des projets de la Fédération. Le webinaire d'aujourd'hui s'intitule Prêt d'objets dans les bibliothèques de Montréal et notre formatrice est Dominique Desjardins. Je passe maintenant la parole à Ludovic Dubé, président de la section TDM, qui vous parlera du déroulement de notre rencontre. Bonjour, merci Patrick. Je suis très heureux que vous soyez en si grand nombre pour cette présentation. Et d'ailleurs, un grand merci à Dominique d'accepter de nous présenter ses expériences. Je pense que ça va être très intéressant. C'est enregistré, la présentation, donc pour ceux qui l'auront manqué, il y aura moyen de visionner l'enregistrement. Donc aussi, si vous avez en cours de route des questions, des commentaires, ben, levez la main. On ouvrira les micros des gens pour qu'il y ait un échange. Donc, Dominique est conseillère en ressources documentaires à la division développement et stratégie de la section des bibliothèques de Montréal. Puis, en plus de la coordination de plusieurs programmes et d'un rôle conseil pour le prêt dans le réseau, le prêt d'objets dans le réseau, elle gère des dossiers tels le programme Toute l'année Montréal joue, le répertoire d'animation, l'abonnement massif des élèves des CES montréalais et siège sur différents comités. Alors, Dominique, mais encore une fois, merci, puis je te laisse la parole pour la présentation. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Donc, ça me fait plaisir de vous parler un peu des différents projets qui m'occupent aujourd'hui. En fait, je précise là, que mon mandat, c'est vraiment de développer et d'élargir l'offre des services dans le réseau. On a 45 bibliothèques et donc, évidemment, je travaille en collaboration avec les bibliothécaires terrain. J'ai travaillé un peu aussi en arrondissement, donc dans une bibliothèque qui faisait du prêt de différents objets. Donc, je sais un peu ce que c'est sur le terrain aussi, ce que ça peut représenter. Voilà pour la présentation sommaire. Je le dis d'entrée de jeu. Je connais moins les aspects très, très techniques, donc le traitement documentaire, le catalogage, le traitement intellectuel, c'est moins mon expertise. Bon, évidemment, j'y touche un peu tout le temps, étant donné les dossiers que je coordonne. Mais s'il y a des questions très précises, là, ça se peut que je les prenne en note pour y répondre dans un deuxième temps en consultant mes collègues. Donc, je vais commencer tout de suite. Pour la présentation d'aujourd'hui, donc, je vais commencer par vous présenter le réseau des bibliothèques de Montréal parce qu'on fonctionne de façon très décentralisée et on est quand même plusieurs bibliothèques. C'est des enjeux qu'il faut bien comprendre là, pour un peu mieux se situer dans la présentation que je vais vous faire. On regardera rapidement pourquoi mettre en place le prêt d'objets, mais j'imagine que si vous êtes là aujourd'hui, vous avez déjà un peu réfléchi à la question et toute la philosophie derrière. Finalement, on va prendre plus le temps pour regarder un peu comment mettre en place le prêt d'objet. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser en amont avant de se lancer dans le prêt d'objet. Et finalement, on va regarder plus précisément ce qu'on prête dans les bibliothèques de Montréal. Je mets l'emphase sur les prêts d'instruments de musique et le prêt d'équipement de plein air, qui sont quand même des gros projets qui sont très, très demandants au niveau des ressources. Donc, ça va servir d'exemple, en fait, pour beaucoup de cas de figure. Donc, je commence d'emblée par vous présenter le réseau des bibliothèques de Montréal. Donc, on a 45 bibliothèques, je l'ai déjà mentionné, réparties dans 19 arrondissements de la ville de Montréal et une direction des bibliothèques. Et je précise que la direction des bibliothèques n'est pas un organe décisionnel dans le sens propre, c'est-à-dire que les arrondissements se concertent, ils prennent certaines décisions ensemble et la direction va s'assurer de coordonner et de réaliser ces décisions-là finalement. Donc voilà, assurer la consolidation, la cohérence et la qualité de l'offre du service du réseau. Et on relève du service de la culture de la Ville de Montréal. On a 3 divisions à la direction des bibliothèques. Donc, division rénovation, agrandissement et construction, dont le nom est très parlant, qu'on appelle RAC. La division développement et stratégie, dont je fais partie. Et nous, notre rôle, c'est vraiment de faire des programmes de médiation, des activités, d'avoir des grandes orientations aussi, par exemple, pour le prêt d'objets. Et on est aussi la division qui gère tout ce qui est statistique et indicateur pour le réseau des bibliothèques. Finalement, on a aussi le centre de services partagés, qu'on appelle CSP, donc, où va se jouer tout ce qui est acquisition et traitement intellectuel. Donc, à partir des budgets d'arrondissement, c'est géré au centre de services partagés. Donc, traitement intellectuel, le catalogage, analyse documentaire, préparation matérielle aussi. Et le transport, donc tout le transport, la gestion là, des livres qui se promènent en PEB entre les 45 bibliothèques. La préparation, pardon,
la formation, oui, des équipes, la formation initiale. Les équipes système sont aussi hébergées là. Donc, notre SIGB, Sierra, l'équipe Sierra est logée au centre de services partagés. Ils font aussi la formation continue des employés. Par contre, je spécifie qu'ils vont gérer tout ce qui est périodique, livres évidemment, documents audiovisuels, électroniques, le prêt numérique aussi, mais pas le traitement d'objets. Donc, c'est une autre particularité. Donc, plus précisément pour ma division, donc développement stratégie, je l'ai mentionné, on élabore, on coordonne et on déploie des programmes. Étant donné que les bibliothèques sont autonomes et qu'elles relèvent de leurs arrondissements, nous, ce qu'on fait en fait, c'est on propose. Il y a beaucoup d'initiatives locales aussi qui naissent au sein du réseau et de temps en temps, quand on voit que c'est un bon coup, que ça fonctionne, on va s'assurer de diffuser l'information puis de coordonner, à savoir s'il y a des gens qui sont intéressés à le déployer chez eux et si oui, comment ils pourraient le faire. Donc, on permet ça aussi. Je vous ai mis sur cette diapositive-là, sur notre site interne, en fait, la page de notre division. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de programmes, donc beaucoup de la médiation, de l'inclusion sociale également. Puis, j'ai mis en rouge les différents projets où il va y avoir du prêt d'objets d'impliqués. On a un comité également, donc qui va s'assurer de coordonner un peu le prêt d'objets dans le réseau. On est 6 membres. Certains, il y en a un de la division RAC, moi à la division développement stratégie. On a aussi gestionnaires et bibliothécaires de différents arrondissements impliqués. Et donc, le comité se penche vraiment pour définir l'orientation que doit prendre le prêt d'objets pour le réseau avec des balises cohérentes. Donc, parce que le réseau est très disparate au niveau des ressources, au niveau des enjeux, au niveau de la population. Donc, il faut avoir une vision d'ensemble, définir des balises et développer des outils de concertation. Donc, on va aussi chercher des recommandations sur les aspects plus techniques. Par exemple, on a eu quelqu'un du CSP longtemps sur le comité, donc ça a beaucoup aidé parce qu'on a développé beaucoup de documents pour servir au niveau catalogage, par exemple. Donc, en fait, encore une fois, on va recommander parce que les bibliothèques sont vraiment libres de gérer leur collection un peu comme elles l'entendent au niveau des objets, puisque le service de traitement n'est pas assuré par le centre de services partagés. Donc, voilà pour la présentation du réseau. Je ne sais pas si vous avez des questions ou juste à fin d'éclaircissement, là. Mais sinon, je continue. Donc, pourquoi le prêt d'objets? Je vais passer rapidement. Je crois que vous avez probablement déjà réfléchi à tout ça. Je commence avec cette citation que j'aime bien, en fait, parce que les collections d'objets diffèrent pas juste par l'objet, mais beaucoup par le but aussi. Donc, les bibliothèques sont fondées sur le principe de constituer des collections de livres, de périodiques, de documents audiovisuels et électroniques à des fins d'information. Les bibliothèques d'objets consistent par contraste à proposer des objets utiles que les usagers empruntent, non pas pour documenter un projet éducatif ou pratique, mais pour le réaliser. Donc, on démocratise le savoir et la culture en bibliothèque, bien sûr, mais on permet aussi l'accès à de nouvelles pratiques. Le prêt d'objets, évidemment, ça favorise le partage des ressources entre les citoyens et en ce sens, on encourage l'économie circulaire. Et par la nature des bibliothèques, évidemment, on est en plein dans l'économie circulaire, mais le prêt d'objets, je trouve, accentue vraiment ce point-là. Ça permet d'ancrer davantage la bibliothèque au sein de la communauté, ça permet de réaliser certains projets, ça permet de développer des partenariats, ça permet de créer même des communautés de pratique. Et donc, ça encourage le rôle social des bibliothèques. Là, je vous ai mis Montréal 2030. En fait, c'est qu'à Montréal, il y a un grand plan stratégique là, avec des orientations pour augmenter la cohérence et l'impact de l'action municipale et accélérer la transition écologique en fait partie. Donc, on s'inscrit naturellement là-dedans et le prêt d'objets, encore une fois, vient renforcer cet état des choses. Ensuite, pour mettre en place le prêt d'objets, donc là, on rentre dans le crunch. Il y a beaucoup de questions à se poser en amont, comme je le disais. Donc, beaucoup de nouveaux défis. Il faut repenser des tâches. Il faut s'initier à beaucoup de nouvelles pratiques. Et là, ce n'est pas juste catalogage, là, c'est aussi au comptoir. Il faut souvent repenser les espaces aussi.
La démarche de consultation, donc, est assez importante à ce niveau-là pour s'assurer de bien connaître les besoins de la population qu'on dessert et identifier les ressources qui sont à proximité aussi. C'est-à-dire que si on a un organisme communautaire, par exemple, à côté, qui a déjà un projet qui prête de l'équipement de plein air ou que votre service des loisirs est à côté et le fait, ben, peut-être pas, évidemment, se diriger là-dedans. Par contre, peut-être qu'il y a un organisme à côté qui aimerait démarrer un projet, mais il lui manque des outils pour le développer. Donc, vous avez peut-être des partenariats naturels qui se font à ce moment-là. Énormément de considérations techniques, donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est certain qu'il va peut-être falloir repenser certains espaces et réviser certaines pratiques de catalogage, quitte à créer des procéduriers, par exemple, pour faire bénéficier les collègues ou l'ensemble de votre réseau si vous êtes en réseau. Et il faut parfois repenser les modalités de presse. Ce qui est bon pour un livre ne l'est pas forcément pour un télescope, par exemple. Évidemment, le nerf de la guerre, c'est toujours le budget. Donc, oui, on achète des objets, mais il faut s'assurer qu'on a ce qu'il faut pour les entretenir, pour potentiellement développer la collection également. Et en ce sens, les ressources humaines aussi, il faut y penser. Est-ce qu'on a des gens qui sont capables d'entretenir nos objets? Est-ce qu'il faut embaucher à l'externe pour ça? Est-ce qu'on est capable de former les employés? Est-ce qu'on assure une transition des savoirs? Et nos usagers aussi, est-ce que c'est suffisant de remettre un dépliant pour dire voici comment utiliser notre matériel? Est-ce qu'il faut faire signer des décharges? Est-ce qu'on veut faire des activités de médiation, par exemple? Ça peut être une bonne façon de former ou de faire connaître le service finalement, et puis même de créer une communauté. Donc, je parlais tantôt d'un exemple où un organisme ou un groupe pourrait vouloir avoir besoin d'équipement, ben, peut-être que c'est une occasion. Donc, dans notre cas, on est un réseau de 45 bibliothèques, donc on a des enjeux au niveau de la circulation, ce qui fait que, par exemple, nos règles de prêt ne sont pas les mêmes pour les objets que pour les livres. Voilà. Pour ce qui est de nos ressources disponibles, encore une fois, étant donné que mon rôle, c'est vraiment coordination puis diffusion de l'information, je vous ai montré là, déjà rapidement qu'on avait différentes pages, en fait, via notre site interne où on diffuse l'information, donc tout ce qui est soutenu par mon équipe. Puis, plus précisément, j'ai une page pour le prêt d'objets, donc où je présente des statistiques, les objets qu'on prête dans le réseau, parce que c'est vraiment très varié. Et ensuite, je présente le comité et je vais me pencher un petit peu plus sur la boîte à outils. Donc, dans la boîte à outils, on a mis les outils finalement que le comité de prêt d'objets a développés. Et je vais vous les montrer un peu plus en détail. Donc, je n'irai pas point par point, mais c'est pour vous montrer qu'il y a beaucoup de questions à se poser lorsqu'on met en place un nouveau prêt d'objet. Ça, en quelque sorte, c'est un peu le détail là, des grandes questions qu'il faut se poser, que je vous montrais un petit peu plus tôt. Donc, pour tout ce qui est développement du service et des collections, à quels besoins on répond, combien d'exemplaires on pourra avoir besoin, est-ce qu'il y a des questions légales rattachées à notre prêt d'objet? Dans notre cas, on a eu beaucoup de démarches avec le juridique pour les équipements de plein air, par exemple. Bon, évidemment, le budget, c'est aussi l'entretien, le bris, la réparation, les espaces d'entreposage. Ça peut être une question plus complexe qu'on en a l'impression. Comment former le personnel. Il y a tout ce qui est préparation matérielle, catalogage et indexation. On y reviendra parce qu'évidemment, on a des procéduriers beaucoup plus précis là-dessus. Mais la préparation matérielle, il ne faut vraiment pas la négliger. C'est pas évident. Où est-ce qu'on met le code barre? Où est-ce qu'on met la puce RFID s'il y a lieu? Les équipements de plein air, par exemple, est-ce qu'on met vraiment un code barre ou on va plutôt aller mettre une cote unique au crayon, par exemple? Donc, dans notre cas, le souci, c'est vraiment l'uniformité. On veut que le service soit constant et que l'usager se retrouve dans les pratiques. Même chose pour ce qui est des règles de circulation. Donc, les règles de prêt, dans notre cas, doivent être uniformisées pour ne pas créer de disparité et de confusion auprès des usagers. Passer à la suivante. Ah oui, en fait, je vais quand même le mentionner, là, mais à la fin de la présentation, je vous mets un lien vers la page de BANQ qui a développé, en fait, apprendre le prêt d'objets en bibliothèque, je crois, une page très, très précise là, où vous allez retrouver grosso modo ce genre de recommandations-là, des questions à se poser. Nous, ça, c'est issu d'un document que nous, on a adapté à notre réalité, bien sûr, mais vous aurez les liens en fin de présentation. Il y a une fiche que vous pouvez télécharger. Là. Je pense que c'est un bon outil à connaître. Puis sinon, donc voilà, on continue avec ça. Les fiches de considération de paramètres
circulation, donc avec notre SIGB Sierra. Donc, évidemment, on a consulté nos collègues qui s'occupent de Sierra Ludique, dans notre cas, pour les abonnements. Donc, les règles de prêt sont à définir. Pour quelle catégorie d'abonnés on permet le prêt? Est-ce que la réservation est permise ou pas? Et dans notre cas, c'était un enjeu parce qu'à partir du moment où on permet la réservation, l'usager peut aller réserver via le catalogue et là, l'objet c'est-à-dire le SIGB va aller réserver l'objet dans une bibliothèque, mais nous, on a des enjeux de transport. On ne veut pas nécessairement transporter des skis surdimensionnés. On ne peut pas nécessairement transporter un télescope pour des raisons évidentes de fragilité puis de bris potentiel. Donc, on a bloqué les réservations au catalogue pour les objets. Pas tous les objets. Par exemple, si on va emprunter une truelle pour faire du jardinage, c'est possible, mais bon, vous comprenez le principe. On ne pourra pas emprunter un violon, par exemple. On ne pourra pas le réserver, c'est-à-dire. Donc, l'usager a une note au catalogue. Il faut qu'il appelle s'il n'est pas disponible. Il faut qu'il le réserve à la bibliothèque, donc en appelant directement à la bibliothèque d'appartenance. Donc, ça, c'est un exemple. Et donc, voilà, est-ce qu'on limite le prêt pour avoir évidemment pas autant d'objets qu'on veut? Est-ce que c'est accessible en libre service par l'abonné? Donc, la localisation physique aussi doit être déterminée. Est-ce qu'on met une note au catalogage pour qu'on soit capable de se retrouver? Non, je pense que j'ai fait le tour un peu. En fait, la notice exemplaire, idéalement, on essaie que toutes les bibliothèques aient le même type d'exemplaire. Donc, est-ce que c'est jeune, est-ce que c'est adulte? Et évidemment, on veut paramétrer les conditions de prêt qui sont identiques pour l'ensemble du réseau. Donc, c'est des décisions qu'on peut prendre très localement en bibliothèque. Moi, de mon côté, l'idée, c'était d'essayer de trouver une façon de recommander des façons de faire pour que ce soit harmonisé. Donc, c'est toujours ça un peu l'enjeu qui m'occupe. S'il y a des questions sur ces documents-là ou non, ça va, je vais continuer. Excusez, j'ai de la misère avec ma souris. Je ne suis pas dans mon bureau aujourd'hui, puis voilà. Pour ce qui est du catalogage, en fait, comme je l'ai dit, ce n'est pas pris en charge par le Centre de services partagés. Il y a eu une décision où tout ce qui est... il y a des budgets qui sont réservés locaux aux bibliothèques pour l'achat de certains documents, notamment les objets. Donc, le Centre de services partagés ne prendra pas en charge ce traitement-là. Il est fait localement. Donc, on a cru bon de faire un document, donc recommandation pour le catalogage d'objets. Encore une fois, c'est une recommandation. C'est juste pour vous montrer, en fait, on a des bordereaux de saisie qu'on utilise, puis il y a des champs à remplir pour ces bordereaux de saisie sommaires. Et en fait, on a un bordereau de saisie pour appareil électronique, un bordereau de saisie pour objets tridimensionnels et un pour instruments de musique. C'est ça que le système nous permet en ce moment. Donc, c'est certain qu'objet tridimensionnel, ça va ratisser très large. Donc, ça, c'est un enjeu. Donc, est-ce qu'on fait un billet pour demander d'avoir d'autres facettes, par exemple, d'autres types de bordereaux? Donc, il y a beaucoup d'enjeux en ce moment au fur et à mesure que le prêt d'objet se développe. Mais vous voyez là, par exemple, il y a un bordereau pour objet tridimensionnel, il y en a un pour appareil électronique. On n'aura pas nécessairement exactement les mêmes champs à aller remplir. Ensuite de ça, j'ai mis l'exemple du casque d'écoute parce que ça me permet d'aborder un enjeu qui me préoccupe un peu en ce moment. On a par exemple une notice pour un appareil électronique ici, donc un casque d'écoute, la notice multiple, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis le CUP, on n'a pas mis le code universel et on a mis seulement en note, c'est un appareil électronique. On n'a pas détaillé ni le modèle de série, ni la marque, ni on n'a pas mis une description de tout ce qu'on retrouve lorsqu'on emprunte le casque d'écoute. Donc, c'est certain que la notice unique, donc où on retrouve tous ces documents-là, est peut-être plus faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de détails et on voit bien ce qu'on emprunte, c'est très clair. Par contre, on n'aura pas beaucoup de modèles, on n'aura pas beaucoup de cartes d'écoute qui vont être attachés à cette notice-là. On va avoir celui qu'on a, puis peut-être quelques-uns d'autres dans le réseau. Par contre, à chaque fois qu'une bibliothèque achète un casque d'écoute pour le prêter et qu'il est semblable, mais pas le même modèle, bien, on va créer une nouvelle notice bibliographique. En soi, ça n'a pas l'air trop problématique, mais là, à partir du moment où, par exemple, dans notre cas, on a une quinzaine de claviers électroniques en instruments de musique,
Ça commence à être difficile pour l'usager là, qui doit toujours revenir sans cesse. On s'entend que les gens veulent s'initier souvent ou juste utiliser un casque d'écoute. Donc, il y a vraiment un enjeu à savoir est-ce qu'on crée une notice sommaire très simple et on découle les détails dans les notices exemplaires. Est-ce que ça s'affiche bien à l'OPAC? En tout cas, j'y reviendrai, mais c'est ce qui m'occupe beaucoup en ce moment. On peut, dans une notice, décider de mettre beaucoup de notes, donc avec le détail de ce qu'on va retrouver, puis on peut décider d'y aller assez sommairement. En fait, c'est vraiment une question de se dire est-ce que c'est pertinent ou non de le mettre? Est-ce que c'est quoi le besoin de nos usagers? Puis c'est quoi notre besoin à nous dans notre catalogage? Donc, notre document est obligé de rester assez générale parce que les bibliothèques peuvent faire ce qu'elles veulent, en fait. Donc, je vous montrerai un peu plus loin quand on ira spécifiquement dans des objets qu'on prête, comme les instruments de musique ou avec les équipements de plein air, ce que ça peut représenter comme enjeu. Puis là, j'ai mis aussi, pour vous donner une idée un peu, là, la truelle de jardinage que j'ai mentionnée tantôt. Là, ça peut être très précis, comme ça peut être assez général, mais là, dans ce cas-là, on a mis quand même on a mis l'ISN, le code universel. Donc, à partir de ce moment-là, on a quand même juste une notice sonnaire par type de truelle qu'on mette ou pas le détail. Donc, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Un autre outil qu'on a créé au comité de prêt d'objets, en fait, c'est un projet en cours, c'est pas encore lancé, c'est pas créé encore. Je vois qu'il y a une question, je vais peut-être y répondre tout de suite. Oui, Maureen Bannon, je suis à l'École nationale d'administration publique. On a une bibliothèque, je suis à Québec, moi. Mhm, Ma question que je me pose, c'est que il y a les assurances. Peut-être ça, c'est mhm. dans le budget que plus au niveau là, de la ville, là. Peut-être que si je me demandais où sont les assurances là-dedans. Puis là, je regarde près de casse, ces choses-là. Peut-être que c'est intégré dans quelque chose que vous avez mentionné, mais le nettoyage, l'état dans lequel c'est remis, pas quand c'est brisé, mais tu sais, avec la période COVID qu'on a vécue, le nettoyage, la désinfection, des choses qui sont peut-être plus portées sur, tu sais, côté hygiène là, de l'entretien de l'appareil. J'aurais aimé ça aussi Mhm. vous entendre là-dessus, peut-être de façon courte, là, mais comment vous avez pensé gérer ça? Quelles étaient vos recommandations? Ouais. Ben, en fait, nous, on a des recommandations très générales sur. Faut que se poser la question en tant que bibliothèque sur justement comment nous, on va décider de le gérer localement. Parce qu'on ne peut pas dire aux bibliothèques, vous faites ça comme ça. Donc, c'est pas vraiment notre façon de fonctionner. Cela étant, de ce que je comprends, les bibliothèques en général vont prêter des écouteurs, donc évidemment qui ne se mettent pas dans les oreilles, puis ils vont avoir un protocole de nettoyage des écouteurs à chaque fois. Donc, effectivement, on a toujours des procéduriers avec des aides mémoire. Puis là, je le montrerai quand j'irai dans les instruments de musique, par exemple. Si on a fait le choix de ne pas prêter des trompettes pour ce genre de considération-là, mais on nettoie à chaque fois. Et puis, tout ça, c'est dans des procéduriers. Donc, à chaque fois que l'instrument revient, il faut qu'il soit vérifié quand même dans le détail. C'est tout un enjeu, en fait, précisément pour les instruments, donc j'y reviendrai, mais c'est certain que ça prend des procédures pour, à chaque fois qu'un un objet revient, à savoir jusqu'où on va pour le nettoyer ou pas, par exemple. Donc, j'ai pas de réponse très précise là-dessus, mais c'est sûr que ça prend un protocole. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on prête des objets. Très souvent, on va le mentionner aussi. Ramener le propre, s'il vous plaît. Dans le cas des équipements de plein air, on demande aux gens de s'assurer que les équipements soient secs quand ils reviennent. Mais c'est vraiment à vérifier au comptoir à chaque fois. Donc, quand je parlais de ressources humaines, c'est aussi le temps que ça va prendre. Où est-ce qu'on les met pendant ce temps-là? À quel moment on fait ça? Qui est dégagé pour faire ça? C'est beaucoup de questions à se poser, puis ça dépend des espaces qu'on a, ça dépend des équipes qu'on a. Il y a vraiment pas de réponse précise, malheureusement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions là-dessus. Il y avait une question dans le chat, Dominique. Ok, je ne le vois pas, le chat. Est-ce que vous pouvez me le Je dire? peux te le dire, en fait, c'est Oui. concernant le nettoyage hygiène en lien avec certains équipements de plein air, sacs de randonnée par exemple, et les punaises de lit. Avez-vous un protocole? Euh, Pas précisément, non. Donc, on va faire l'inspection manuelle, on va le regarder à chaque fois qu'il revient. Puis, ben, c'est sûr que si on voit qu'il est
qui a l'air sale ou déchiré, ben là, on va le mettre de côté, on va l'isoler, puis on va le vérifier un peu mieux. En fait, il y a des procédures qui sont distribuées aux bibliothèques. J'avoue que je n'ai pas regardé le détail de chacune. Dans le cas des objets des équipements de plein air, c'est que le partenariat nous a fourni beaucoup de documentation aussi. Donc, moi, en quelque sorte, j'ai géré les enveloppes, les envois aux bibliothèques et la distribution d'informations. Donc, dans ce cas-là, précisément, on a eu beaucoup de procédures et de recommandations qui venaient directement du partenaire. Donc, à ce niveau-là, c'était plus facile à gérer. Mais oui, il faut inspecter le matériel qui revient systématiquement. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. Il y avait, elle dit peut-être que vous allez en parler plus tard, mais en cas de bris d'objets, comment cela fonctionne-t-il? Ou même de non-retour des objets? Ça dépend de vos politiques, je crois, de vos politiques tarifaires. Là. Dans notre cas, par exemple, on n'a plus de frais de retard, mais il fallait quand même statuer sur le bris. Et il y a une politique récemment, depuis l'année passée, aux bibliothèques de Montréal, où on va facturer un montant précis pour l'objet et ensuite des frais administratifs, mais qui sont vraiment pas très élevés. Seulement, et là, après, ça va être selon les cas, si on pense qu'il y a un bris volontaire, donc on voit qu'il y a de la mauvaise foi ou qu'il n'y a aucune collaboration de la part de l'usager, on peut aller jusqu'à charger la totalité. Mais ça, je pense que ça relève plutôt de vos organisations, évidemment, là, mais à voir quel type de politique de tarification vous voulez mettre. Et ça, c'est important que ce soit concerté. Donc, c'est pour ça que nous, on a créé beaucoup de procéduriers pour recommander que ce soit ça qui est appliqué en arrondissement, mais dans notre cas, un employé pourrait arriver avec un cas précis, le présenter à son gestionnaire parce que c'est pas clair pour lui quelle règle il devrait appliquer, et le gestionnaire pourrait décider d'aller dans un autre sens, par exemple. Donc, ça dépend vraiment de vos structures, mais on a effectivement des procédures pour le bris, tout comme pour l'entretien, par exemple. Mais de façon générale, on essaie que les objets restent accessibles et on comprend que ça arrive, que ce soit brisé. Donc, on n'est pas très lourd sur le frais, là, disons. Alors, c'est très rare là, qu'un objet, même un instrument de musique, revienne abîmé. Franchement, on est content de ce côté-là. Donc, je pense que je vais continuer. Donc, on avait commencé à élaborer un projet de fiche de prêt d'objets qui est toujours en cours d'ailleurs. Juste mentionner rapidement qu'on est passé de l'environnement Google à l'environnement Microsoft 365. Donc, il y a beaucoup de trucs qui ont été comme mis sur pause le temps qu'on voit un peu comment on peut partager puis reparamétrer un peu certains projets. Donc, la fiche d'objet, par exemple, l'idée, c'était d'avoir des liens dans les bibliothèques où ils puissent avoir des bordereaux qu'ils ont à remplir finalement. Donc, l'objet, la bibliothèque, et ça se remplit une fois que c'est rempli, ça rentre automatiquement dans un répertoire. Ça permet donc pas juste d'avoir une liste là, statistique de ce qu'on a, mais ça permet d'être capable de partager l'information aux collègues et puis d'avoir beaucoup de détails sur l'expérience, par exemple. C'est quoi les modalités qu'on a mis autour? C'est comment la gestion du projet a été faite? Est-ce qu'on a eu du financement local? Est-ce qu'on a des partenariats? C'est quoi les différents enjeux que nous, on a vécu en bibliothèque? Ça permet d'identifier des personnes ressources aussi pour le cas du prêt d'objets dans les bibliothèques. Et puis, on permet de joindre des photos et des documents. Donc, ça, c'est un projet qu'on veut continuer de mener, mais là, pour le moment, c'est un petit peu sur pause étant donné le changement d'environnement. Je vais passer à la diapo suivante. En fait, c'est pour vous montrer qu'on avait essayé de faire un recensement des objets qu'on prête. Et étant donné ce que je vous ai expliqué, que le réseau est très décentralisé, que les initiatives locales sont nombreuses, des fois, il y a un prêt qu'on n'a pas vu passer du tout. Là, on ne demande pas d'extraire des données de notre SIGB constamment. Donc, des fois, il y en a qu'on ne voit pas passer. Ça nous a permis de voir un peu les différents types d'objets qui étaient prêtés dans le réseau. On avait toute une série de questions aussi sur ce qui était envisagé d'être prêté dans le réseau. Donc, ça nous a permis d'avoir une vision un petit peu plus complète de ce qu'on a puis de ce qui s'en vient et
d'essayer de penser aussi à une nomenclature là, pour essayer de mieux définir les différents types d'objets qu'on prête. Donc, si on veut continuer d'élaborer ce service-là, si on veut avoir des procéduriers plus clairs, peut-être qu'au niveau du catalogage, on pourrait regrouper des catégories d'objets, créer des facettes. Donc, ça, on est là-dedans beaucoup, là, parce que ça se développe vite et ça se développe de toutes sortes de façons, avec des panoplies d'objets différents. Donc, c'est quand même un gros travail. Donc, ben voilà pour ça. Je pense que ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, sinon je vais parler plus en détail du prêt d'instruments de musique et du prêt d'équipement de plein air. Donc, on prête toutes sortes d'objets, encore une fois, je l'ai mentionné rapidement, mais toutes les bibliothèques prêtent des objets. C'est surtout parce qu'on a des laissez-passer de musée, en fait, et les partenariats avec les musées, toutes les bibliothèques auront au moins une paire de laissez-passer. Donc, dans ce sens, toutes les bibliothèques font du prêt d'objets. Mais sinon, pour les programmes centralisés, plus spécifiquement, donc on a 25 des 45 bibliothèques qui font du prêt d'instruments de musique et 14 des 45 bibliothèques qui font du prêt d'équipements de plein air et sportifs. C'était juste pour vous montrer un peu là, ce que le fameux recensement qu'on avait fait en 2021. Je vous ai montré le tableau pour vous donner une idée, mais on a vu qu'on prêtait en fait beaucoup de choses, notamment les œuvres d'art qui sont sorties. Donc ça, je ne l'avais pas vu passer. On savait qu'on prêtait des outils, mais à quelle ampleur, c'était pas évident. Toutes sortes d'objets spécialisés sensoriels aussi, dans les trousses, par exemple, pour les enfants. Beaucoup de matériel adapté en accessibilité universelle. Donc, ça aussi, ce sont des programmes qui sont gérés réseau, plus par mes collègues en accessibilité universelle, mais ça bénéficie un peu de la concertation. Oups, ça est allé un peu loin. Je l'ai mentionné rapidement, on prête des laissez-passer de musée. Donc, ça, c'est inspiré d'une initiative de la Bibliothèque de Québec. Donc, on a 7 musées participants et on travaille avec PANQ là-dessus. Donc, on a des ententes avec PANQ et chacun des musées qui nous prêtent des laissez-passer de musée. Je vais passer rapidement parce que je veux avoir le temps pour les questions, puis pour mes 2 gros morceaux, c'est-à-dire prêt d'instruments de musique et prêt d'équipement de plein air. Pour ces projets-là, en fait, ce sont des ententes de commandite et c'est la financière Sun Life qui a approché les bibliothèques de Montréal. Donc, ils ont approché 3 grandes villes canadiennes, donc Vancouver, Toronto, Montréal, et par la suite, il y en a eu d'autres. Mais l'idée, c'était vraiment de soutenir l'accès aux arts, l'accès à la culture. Donc, ils sont allés vers le prêt d'instruments de musique. Et c'est vraiment ça qu'ils finançaient. Disons qu'il y a eu beaucoup de défis à Montréal parce que, contrairement aux autres villes canadiennes, ben, on est une entité municipale. Donc, il faut vraiment signer des ententes, le juridique s'en mêle. Donc, c'est un petit peu plus laborieux là, que ce qu'ils ont pu faire à Toronto et Vancouver en termes de démarches. On n'a pas de centrale, donc nous, il fallait qu'on puisse redistribuer les instruments dans le réseau parce que pour nous, ça n'avait pas de sens d'avoir une bibliothèque qui a une belle collection d'instruments et que les autres n'en aient pas. Donc, il y avait cette particularité-là et il fallait donc que les bibliothèques embarquent. Et étant donné qu'on n'a pas de centrale, ben, on a besoin d'avoir quelqu'un quand même qui est capable de se promener de bibliothèque en bibliothèque pour évaluer les instruments, pour les amener à la réparation, pour faire de la médiation, ce qui permettait d'avoir vraiment un projet réseau. Donc, ça, c'était particulier. J'ai vu qu'il y a une question qui est passée, mais là, j'avoue qu'avec les écrans, je n'arrive pas à la suivre. Je ne sais pas si quelqu'un du comité pourrait me la lire. Oui, je me lance. Question juridique. Avez-vous un système d'assurance ou autre en cas de problème avec un objet prêté et qui causerait des dégâts, blessures à l'emprunteur? Par exemple, une personne se blesse en utilisant une perceuse ou autre, ou un appareil électronique prend en feu lorsqu'il est mis sur la charge ou une autre situation du genre. Oui, c'est-à-dire que pour ce qui peut comporter des risques, les usagers doivent signer des décharges. Donc, ça, c'est à élaborer avec le juridique. Donc, c'est pas ma spécialité, là, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de trucs à rattacher au niveau légal. Après, on fait aussi le choix de ne pas se tourner vers des outils très lourds comme ça pour le moment. C'est pas dit qu'on le fera jamais, mais pour nous, oui, il y a les aspects légaux juridiques, mais il y a beaucoup aussi l'entretien puis les connaissances nécessaires pour les utiliser. Donc,
c'est ça. Oui, il faut faire des consultations juridiques. C'est laborieux, c'est complexe. Je ne vous cacherai pas qu'à la Ville de Montréal, c'est jamais le côté facile non plus, mais il faut le faire là, dans certains cas. On n'a pas d'assurance, par exemple, dans le cas des instruments de musique. En fait, Sun Life nous a donné une contribution financière importante et nous, on a assumé l'entretien des instruments avec cette contribution financière-là. Donc, forcément, on a acheté beaucoup d'instruments. Ils nous en ont donné beaucoup aussi à la base. Et ensuite, avec les budgets, on a entretenu, on a acheté le matériel connexe. On a aussi pu se permettre l'embauche d'un commis ambulant, donc qui a aidé à l'élaboration du projet, puis qui a pu ensuite aller se promener, entretenir, grosso modo, les instruments, faire des petites réparations, mais aussi amener au luthier, au besoin, dans un magasin spécialisé, s'il y avait vraiment des bris. Et on pouvait se permettre de racheter des instruments s'il y avait des problèmes. Les gens ont vraiment bien traité les instruments. Là. On n'a vraiment pas eu de grosses problématiques à ce niveau-là. Nous, ce qui a fait mal, c'est surtout évidemment la pandémie, le fait que les bibliothèques soient fermées. Donc là, il y a des instruments qui ne sont jamais revenus, en fait, mais bon, je pense que tout le monde y a goûté un peu de près ou de loin avec leurs différentes collections. Un, une particularité aussi avec le prêt d'instrument de musique, c'est que cette fois-là, le traitement s'est fait au centre de services partagés. Donc, étant donné qu'il fallait rapidement mobiliser beaucoup d'équipes pour que ce soit fait, l'équipe du centre de services partagés a pris en charge le traitement des instruments. Donc, ils ont été en mesure d'établir des façons de faire pour le traitement intellectuel, pour le traitement matériel, le catalogage. Et ça a beaucoup aidé pour établir un peu des normes pour, pour les procéduriers, en fait, pour le prêt d'objets. Donc, c'était en 2016. À ce moment-là, il y en avait moins de prêts d'objets aussi. Donc, ça nous a permis d'avoir des balises. Évidemment, il a fallu qu'on adapte ces documents-là par la suite au fur et à mesure que le prêt d'objets se diversifiait. Mais ce n'est plus le cas. Donc, si on repartait aujourd'hui un gros programme comme ça, le centre de services partagés ne fait pas le traitement. Par contre, on a de la documentation, on a une certaine expérience. Donc, voilà, je voulais le préciser. Donc, à la base, le projet, en 2016, on avait 8 bibliothèques dans 8 arrondissements différents. Donc, ça, c'est important pour nous que ce soit, parce qu'il y a, il y a des arrondissements où il y a 4 bibliothèques, il y a des arrondissements où il y en a juste une. Donc, l'idée, c'était d'avoir une répartition géographique quand même pour faire bénéficier au maximum les Montréalais, les Montréalaises, et au fil des différentes ententes, parce que l'entente a été renouvelée à plusieurs reprises et a bénéficié d'extensions et de bonifications. Donc, jusqu'en 2023, donc l'année passée, on a signé notre dernière entente. On est maintenant à 25 bibliothèques et on couvre les 19 arrondissements. Donc, pour ce qui est de la fin du financement, en fait, évidemment, on se doutait bien qu'un jour, ça arriverait. Il y a eu une concertation dans les bibliothèques canadiennes pour essayer de trouver un prochain bailleur de fonds là, qui pourrait nous aider à maintenir le programme. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a plus de budget alloué à ça dans mon équipe. Ce qu'on a fait là, pour la dernière année, on a racheté des instruments, puis on a essayé de se concentrer aussi sur des instruments peut-être plus d'éveil musical, des trucs faciles d'entretien. Donc, j'ai mis en exemple, là, mais on a des cloches à main, on a des tubes musicaux, des pianos flexibles, donc des choses très accessibles. Et les bibliothèques sont maintenant autonomes dans leur gestion de collection d'instruments. Et évidemment, nous, on a mis l'emphase sur essayer de former les employés. Donc, le commis ambulant offrait aussi des formations dans les bibliothèques. Donc, on pouvait faire appel à ses services, ils se déplaçaient, ils pouvaient former 2, 3 personnes. C'est sûr que c'est pas tout le monde là, qui a des aptitudes de luthier ou d'accordage, mais on a vraiment essayé qu'il y ait une transmission du savoir qui se fait. Surtout que dans les bibliothèques, au niveau de la première ligne, finalement, les aides bibliothécaires, les commis, les gens qui font l'accueil, il y a souvent du roulement de personnel aussi. Donc, ça, c'était un enjeu. Puis, c'est encore un enjeu, mais quand on veut développer une collection importante comme ça, il faut vraiment s'assurer qu'on a le personnel capable de l'entretenir. Puis sinon, de mon côté, j'essaie d'avoir une liste de fournisseurs là, pour être capable pour que les bibliothèques aient quand même un référent là, où aller faire réparer les instruments, tout ça, là, qui ne se retrouvent pas tout seuls là-dedans. Mais c'est certain que ça fait en sorte qu'on ne pourra pas continuer à développer massivement ces collections-là. Les bibliothèques le feront dans leurs budgets locaux si elles le désirent. À moins qu'on trouve, puis qu'on suive au Canada, puis qu'il y ait une nouvelle opportunité de ce côté-là.
Le CSP avait développé aussi des catalogues pour les bibliothèques. Donc, à la base, ils recevaient c'est ça, un catalogue que les gens pouvaient feuilleter, là, puis il y avait beaucoup de détails là-dedans. Là, on n'a pas pu faire ça dans la dernière entente, faute de ressources humaines, je dirais. Euh, c'est ça. Pour ce qui est des procéduriers, donc, je l'ai mentionné, mais on avait déjà du matériel d'où partir. On les a bonifiés un peu, on les a mis à jour, évidemment, selon la nouvelle réalité. Puis on a créé aussi un petit guide de préparation matérielle pour les instruments. Surtout pour les bibliothèques qui n'avaient pas déjà les instruments, étant donné qu'il s'en est rajouté 6 à la dernière entente, mais en fait, c'est pas si complexe, mais il faut quand même le savoir. Là, il faut qu'on mette le collant Sun Life, il faut qu'on ait une fiche. Donc, on avait un petit guide de préparation matérielle qu'on a élaboré dans mon équipe et procédurier préparation intellectuelle qui est assez sommaire, là. La plupart des notices bibliographiques étaient déjà existantes, donc on rajoutait des exemplaires simplement, donc les gens pouvaient quand même se fier à ce qui avait été fait par avant, puis ben là, évidemment, on a rajouté les prix, comme ça ils savent la valeur de l'instrument, même si ce n'est pas eux qui l'ont acheté, pour le mettre dans leur notice exemplaire, et on a mis de l'aide visuelle pour certains items, là, par exemple les djembés, les violons, ben, il y en a un qui vaut tant, il y en a un autre qui vaut tant, puis savoir lequel on a, l'accrocher à la bonne notice. Donc, de temps en temps, on a aussi des repères visuels dans les procéduriers. Rapidement, au niveau des statistiques, donc ça roule bien, les collections d'instruments de musique. Par exemple, si on regarde les guitares, donc ça constitue le gros de la collection, c'est beaucoup des guitares. Les taux de roulement, donc de 3,88. Les livres, c'est à peu près 2, donc le nombre de notices versus le nombre de fois que c'est emprunté. Donc, c'est un très bon taux de roulement. C'est certain qu'en 2020, il y a eu une grosse pause, mais quand c'est revenu, ça a repris très fort. Donc, ça fonctionne bien, les instruments de musique en termes de statistiques. Puis sinon, ben, les enjeux, je les ai quand même mentionnés déjà beaucoup, mais je vais juste retrouver mon papier ici. Voilà. Oui, c'est ça. Ah oui, les notices. Je vais quitter un peu ici pour aller dans mon... J'essaie de retrouver mes commentaires pour vous donner une idée de ce que ça peut donner un clavier. Attendez, je pense que je vais carrément... Est-ce que vous voyez bien mon écran? Parce que moi, je ne vois pas ce que je vous présente. OK. Je vais taper un clavier, par exemple. Très simple. Là, on a instrument de musique dans les facettes, heureusement. Donc là, on voit qu'on a beaucoup de claviers. Ça fait partie des enjeux que je vous ai mentionnés plus tôt quand on crée des notices. On a un clavier 61 touches Casio, tel modèle, un Yamaha, tel modèle, un Yamaha, tel autre modèle, tel autre modèle, tel autre modèle. OK, ici, est-ce qu'il n'est pas disponible? On a juste un exemplaire. Je reviens. Est-ce qu'on a un autre disponible quelque part? Clavier 88 touches? Non. Celui-ci, peut-être? Bon, là, on voit qu'on en a plusieurs. Ils sont tous réservés, d'ailleurs, ça va bien. Mais vous voyez rapidement comment ça peut être un peu laborieux pour quelqu'un qui veut juste s'initier. Forcément, quand on emprunte un instrument de musique à la bibliothèque, on n'est pas un musicien, on n'est pas un expert, on veut l'essayer, on veut voir si on aime ça, on veut... Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent? Puis je pose la question, là, mais c'est les questions que je me pose en ce moment. Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir des notices bibliographiques super détaillées, puis qu'il faut revenir à chaque fois d'une notice à l'autre pour trouver notre compte, ou est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement avoir une notice sommaire bibliographique simple. Et ensuite, dans chacune des notices exemplaires, on a le détail du modèle qu'on va emprunter. Comme ça, on voit tout de suite le modèle que j'ai regardé en premier. Il n'est pas là, mais il y en a un autre très semblable à la bibliothèque d'à côté. Donc, je vais me déplacer là à la place parce que nous, on a le réflexe là, de naviguer dans le catalogue. Je ne suis pas certaine que l'usager ou l'utilisateur moyen va faire des allers-retours sans cesse pour trouver son compte. Donc, je voulais juste vous le montrer. Oups! OK, là, il faut que je retrouve ma présentation. Mais je voulais vous le montrer pour que vous ayez une idée rapide de l'enjeu que ça comporte et sur lequel je veux travailler en ce moment. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus pendant que je suis laborieusement en train de retourner à ma diapositive.
Non. Ah, OK, je peux pas juste... Je suis désolée pour ça. Je vais parler maintenant du prêt d'équipement de plein air. Oh, que c'est là. Dominique, il y a une main Oui, levée. oui, Oui, ce que je voulais dire, c'est que vous posez des questions sur est-ce que ça vaut la peine de cataloguer de façon approfondie ou non. Je vous dirais que dans les pratiques des bibliothèques du réseau Université du Québec, la tendance, ce serait qu'on fait une notice de base générique, pas nécessairement là, comme vous dites dans le détail. Par contre, dans l'exemplaire, là, oui, effectivement, on irait détailler. Ça serait exact. exactement dans l'approche que vous prescrivez parce qu'effectivement, ça fait beaucoup de bruit dans le catalogue, là. Exact. Et en plus, dans notre cas, il s'en rajoute sans cesse des modèles de ci, des modèles de ça. Puis là, on perd vraiment le contrôle pour l'expérience usagée. Le problème que nous, on a et la raison pour laquelle, à la base, on n'est pas allé là-dedans, c'est que l'affichage à l'OPAC ne permet pas n'importe quoi non plus. À partir du moment où la note est trop grande, là, ça se met à tout décaler, puis là, OK, c'est esthétique, mais c'est quand même un problème au niveau de l'accessibilité, là, d'avoir des pages à défiler avec un décalage de l'information. Donc, malheureusement, ce n'est pas tous les OPAC qui permettent d'avoir un affichage qui le permet. Fait que ça, c'est un enjeu pour nous. Puis je pourrais y revenir parce que j'ai d'autres exemples. Par exemple, avec les jardinothèques, on, on a un enjeu là, de le montrer au catalogue qu'on en a, qu'on en prête et qu'on en distribue des semences. Donc, on est allé vers une autre voie, par exemple. Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires ou questions à ce propos, sinon je vais parler des équipements de plein air. Donc, on a aussi des raquettes, des luges, des crampons, des bottes, pas des bottes, des crampons pour les bottes, pardon, et des bâtons de marche à la base depuis 2021 dans 4 bibliothèques. Donc, ça, c'était un projet pilote de parc actif, ça s'appelait, donc coordonné par Sport et Loisirs de Montréal, qui recevait du soutien, donc du financement du ministère de l'Éducation et qui aidait différents organismes locaux à développer du prêt d'équipement de plein air. Donc, forcément, pour une bibliothèque, ça va de soi. C'est-à-dire pour Slim de nous approcher dans ce programme-là. Donc, au niveau du projet pilote, et depuis 2024, donc, on a reparti le bal et maintenant, on prête toutes sortes d'équipements de plein air, donc cerfs-volants, draisiennes. On parlait de sacs à dos, d'ensemble d'observation de plein air pour la faune et la flore qui contiennent de l'équipement, porte-bébé même, lampe frontale, donc beaucoup, beaucoup de nouveaux matériaux, en plus de bonifier des collections d'hiver. Euh, Ça, c'est intéressant parce que maintenant, ça ne s'appelle plus parc actif, c'est circonflexe, mais pour chacune des régions, vous avez un organisme, donc nous, c'est Sport et Loisirs de l'île de Montréal, qui coordonne qui coordonne, pardon, le programme circonflexe. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir leur site web. Et puis vraiment, bon, je ne peux pas dire clé en main, mais ils donnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'accompagnement pour ce projet-là. Donc, beaucoup de procéduriers, je vais vous les montrer, mais ça peut être intéressant. Pour intégrer le prêt d'équipement de plein air, ben, encore une fois, il y a une liste d'éléments importants et de réflexes à avoir pour prêter des équipements de plein air. Donc, on avait déjà commencé à développer ça, mais eux, ils nous ont même fourni de leur côté des listes très précises, des choses auxquelles il faut penser par type d'équipement. Là, ils n'ont pas été en mesure de le faire pour tout ce qu'on a sélectionné dans la phase 2 du projet, dans notre récent appel à projet, mais à la base, là, pour tout ce qui est raquettes, luges, crampons, comment les entretenir, quoi donner aux usagers qui viennent les emprunter. Il y avait quand même beaucoup de documentation qui était fournie, donc ça, c'était pratique. Les questions à se poser lorsqu'on veut prêter du prêt d'équipement de plein air, par exemple. Donc, c'est là qu'on s'est penché vers la décharge pour assurer les limites et les responsabilités. Puis sinon, ben, on a aussi fait des traitements est-ce qu'on l'a ici? Oui.
Ah, OK, ouais, c'est fini la suite Google. Voilà. OK. J'aurais dû me remettre mon bon lien parce que j'ai plus accès à mes documents Google, j'ai pas pensé. Mais enfin, bref, on a développé aussi, évidemment, un procédurier pour le traitement matériel des équipements de plein air, parce que c'est quand même un petit peu plus complexe, là, où est-ce qu'on met les autocollants si on en met. Et on a choisi aussi, dans notre cas, de matérialiser le prêt par un boîtier DVD. Donc, ça, on le faisait déjà pour le prêt de laisser passer de musée, mais on a fait imprimer des jaquettes. Donc, c'est bien parce que la subvention nous permettait de mettre de l'argent dans les communications. Donc, on a imprimé des jaquettes qui matérialisent le prêt, donc avec le code barre associé à l'item qu'on emprunte. Donc, les gens se présentent. Il y a une petite section qui est réservée, puis là, ils peuvent regarder un peu ce qu'ils ont envie d'emprunter. Donc, avec des pictogrammes, là, on essaie de rester dans l'accessibilité. Donc, le procédurier de traitement intellectuel et matériel va couvrir cet aspect-là aussi parce qu'on a demandé aux bibliothèques de monter leurs jaquettes, là. Donc, on a envoyé les boîtiers DVD, donc on a envoyé les jaquettes et c'est ça. Les bibliothèques se sont occupées de faire le traitement matériel pour l'équipement de plein air. Donc, encore le même enjeu qui revient. Donc, là, je vous montre en exemple la notice d'une raquette jeune. Qui est dans le détail, encore une fois. Donc, si vous regardez le titre là, au champ 245, raquette pour enfants MSR Tiker. Si on doit racheter tout à coup une nouvelle sorte de raquette dans le cadre du programme, ça a été le cas pour certains items. Il y a des éléments qui sont discontinués. Des fois, on ne peut pas nécessairement recommander les mêmes. On peut pas. Donc, là, on se retrouve avec différentes notices, encore une fois, alors que si on avait juste raquette pour enfants, on aurait pu les décliner au catalogue. On a même ce qu'on a trouvé pertinent là, dans le procédurier, c'est d'indiquer de mettre aussi dans l'exemplaire jusqu'à c'est quoi la charge maximale pour porter l'équipement, pardon. Comme ça, c'est clair là, quand on veut emprunter l'objet dans quoi on s'embarque, est-ce que ça convient, par exemple. Dans ce cas-ci, on a encore juste la notice. La facette, c'est objet tridimensionnel. Donc, ça, c'est un petit peu problématique aussi, puisque là, on est vraiment dans le sujet article de sport, raquette à neige. Dans notre cas, on a fait les notices bibliographiques dans mon équipe. Donc, on s'est entendu là-dessus, c'était clair. Mais il y a par exemple, des cerfs-volants. Il y a des bibliothèques qui ont acheté, qui ont développé un service de prêt de cerfs-volants, qui n'ont pas nécessairement rattaché ça aux articles de sport. Donc, quand on veut faire la recherche au catalogue, après, c'est pas évident de toujours avoir par exemple, pour une requête préenregistrée, là, si on veut promouvoir le prêt via Internet, ben, c'est ça. Donc, il faut penser à ça, là, les différentes facettes qu'on peut ou qu'on veut utiliser. C'est pas un énorme problème, mais c'est quelque chose que j'essaie d'améliorer ici. Les procéduriers de prêt d'équipement de plein air, là, ça commence à être complexe. Étant donné, là, je vous parlais de la politique de tarification, donc dépendamment de l'État. Est-ce qu'il y a possibilité de réparation ou pas? Quand est-ce qu'on facture ou pas? Donc, oui, on a un procédurier très complet, mais on a aussi un aide-mémoire au comptoir pour faciliter évidemment la chose. Et aussi parce qu'on a des formulaires de consentement. Donc, l'aide-mémoire, ça aide beaucoup là-dessus parce que ça commence à faire beaucoup de choses au comptoir à gérer. Donc, le formulaire de consentement qui est valable 1 an, là, on a développé aussi, on a des dossiers partagés, donc les gens peuvent numériser ou faire c'est-à-dire, ils peuvent numériser et déposer les formulaires de consentement dans un dossier partagé. Donc, au besoin, j'ai accès aussi. Et il y avait aussi un sondage, en fait, que ça, c'est une exigence du partenaire. Donc, ça commence à faire beaucoup d'outils à développer et à partager. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un aide-mémoire aussi pour les aides au comptoir. Donc, je vous parlais des différents procéduriers qui ont été distribués par le partenaire, super pratique. Donc, pour l'aide à l'entretien des équipements de plein air. Donc, il y en a un qui est plus détaillé pour les employés, puis il y en a un qui est plus sommaire pour les usagers. Donc, les choses dans lesquelles finalement, ils s'engagent un peu à respecter lorsqu'ils prêtent lorsqu'ils s'empruntent plutôt l'équipement. Et de notre côté, pour un entretien complet. Et ils nous ont aussi, détail non négligeable, donné un répertoire d'organismes de plein air pour notre région. Donc, on avait quand même
des suggestions qu'on pouvait faire, si on a envie de faire des partenariats avec certains organismes dans le quartier. Nous, on avait pensé aussi développer une flotte de médiation, c'est-à-dire qui serait entreposée dans nos entrepôts, dans nos salles polyvalentes. Et si une bibliothèque veut faire une activité, par exemple, en partenariat, elle pouvait emprunter, par exemple, je ne sais pas moi, 10 paires de raquettes, puis présenter cette animation-là. Mais la pandémie a un petit peu ralenti nos ardeurs. Donc, finalement, on a consolidé cette collection-là, on l'a divisée dans les différentes bibliothèques, mais c'est des choses qui sont tout à fait possibles et Circonflex peut aider à les développer aussi. Donc, ça, c'est bien. Pour vous, ça aussi, très bon taux de roulement. Donc, je parlais d'environ 2 pour les livres, 3,8 pour les instruments, puis on est à 4,26 pour les équipements de plein air. Donc, ça, c'est évidemment, ça ne comprend pas tous les nouveaux achats qui ont été faits en 2023 parce que là, ils sont dans les bibliothèques, ils commencent à les prêter, mais je n'ai pas de statistiques qui seraient très parlantes à ce niveau-là. Donc, c'était plutôt pour les 2 années précédentes. Voilà, donc on voit que c'est vraiment les raquettes qui l'emportaient. Puis je voulais vous montrer aussi parce qu'on a différents objets, par exemple la planche à roulettes, certaines soucoupes, des trottinettes qui n'étaient pas acquises dans le cadre de parc actif, ou alors peut-être que c'était le cas, mais c'était localement, donc pas par l'entremise de mon équipe. Donc on les a recensés aussi. Je pense que ça fait le tour pour les instruments de musique et les équipements de plein air. Il y aurait plein d'autres choses à dire, là, mais le but, c'était de laisser la place aux questions. Puis bon, il reste 3 minutes. Je vais faire ça vite, mais c'est juste pour dire, on prête toutes sortes d'autres choses comme des lecteurs MP3 dans lesquels on a des balados préenregistrés parce qu'on en a développé dans les bibliothèques de Montréal. Puis, on a d'autres balados de partenaires qu'on peut ajouter dans ces lecteurs MP3. Donc, ça aussi, on a créé évidemment procédurier, prêt, retour, réception des MP3 lorsqu'ils sont reçus, qu'est-ce qu'il faut vérifier, batterie, etc. Et finalement, on développe aussi des services de Grénothèque, Jardinothèque, Bibliothèque de semences. Donc, on n'a pas regroupé ça sous une appellation vraiment encore, mais les bibliothèques démarrent ce genre de projet-là. Comme c'est pas prêté et enregistré dans le SIGB, finalement, on est allé vers l'utilisation du site web, du site de la ville, montréal.ca. Où c'est répertorié par arrondissement, où on peut aller emprunter soit des semences, soit des outils, parce que c'est pas juste les bibliothèques. Donc, c'est plutôt ça la mise en valeur qui a été faite. Je vois qu'à Trois-Rivières, là, il y a une notice avec tout ce qu'on peut aller chercher comme semences. Et là, l'usager peut se déplacer puis voir, bon, qu'est-ce qu'il y a, ou appeler, voir qu'est-ce qu'il y a sur place et compagnie. Dans notre cas, étant donné que avec le nombre de bibliothèques qu'on a, tout le type de semences qui seraient potentiellement ajoutées et qu'il faudrait mettre à jour constamment, on n'a pas trouvé de façon optimale, disons, de le présenter sans que ce soit confus et pas à jour au catalogue. Donc, on est allé vers ça plutôt. Là. Il faut se renseigner auprès de la bibliothèque pour voir le type de semences. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Pour la Grénothèque, il s'agit de dons de semences plus que de prêts de semences, je suppose. Oui et non, c'est-à-dire que le prêt n'est pas enregistré, mais l'usager s'engage à rapporter des semences éventuellement. Donc, c'est certain qu'on en donne plus qu'on en reçoit, mais dans les budgets, il est prévu d'en racheter de temps en temps. Et même s'il n'y a pas beaucoup de contributeurs, je dirais, il y a des contributeurs platine là, qui vont en ramener beaucoup, puis qui sont bons, puis qui ont des bons taux de réussite, là, que ils font du beau travail. Donc, c'est un peu ça le pari aussi. Donc, oui, c'est plus on peut le voir plus comme un don, mais c'est vraiment une communauté d'échange à ce moment-là qui est établie. C'est pour ça que de le mettre au catalogue, et vous comprendrez que ce n'est pas particulièrement pertinent. Ça l'aurait été pour la visibilité, mais là, on avait toutes sortes d'enjeux autres que je vous ai brièvement mentionnés. Oui, merci. C'est des initiatives locales, beaucoup, les jardinothèques. Donc, nous, on essaie de voir un peu comment on peut coordonner puis diffuser cette information-là, mais c'est vraiment du travail qu'ils font en arrondissement, là, puis c'est vraiment génial. Là. Il y en a de plus en plus. Je pense qu'il y a quelque chose comme 23 jardinothèques maintenant. C'est 14 arrondissements qui le proposent. Donc, c'est vraiment beau de le constater par après. Écoutez, ça fait le tour.
En conclusion, je vous invite peut-être juste à aller consulter. J'ai mentionné différents documents. Donc, il y a BANQ qui a une fiche très précise sur le prêt d'objets en bibliothèque avec une fiche à télécharger. Évidemment, il faut toujours l'adapter à sa réalité. Puis sinon, le programme Circonflexe Prêt pour bouger. Vous pouvez faire des appels à projets. Et nous, on a aussi un article qui est paru dans Documentation en bibliothèque pour le prêt d'instruments de musique. Si vous posez des questions plus précises sur le fonctionnement, sur les défis, sur les enjeux qu'on a rencontrés, c'est assez précis, cet article-là. Je ne sais pas s'il y a des questions et des commentaires. Merci. Bye bye, Gaëlle. C'est mon ancienne collègue, Gaëlle, on se connaît. Allô. Salut. Allô, quand même. Tu ne sois pas la seule à parler pendant 1 heure. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. J'ai une autre réunion qui commence là, qui a commencé, mais j'aurais des questions sur les frais, en fait. Je me demande à quel point, tu sais, quand tu achètes des objets qui valent bien plus qu'un livre, à quel point on peut faire payer aux gens, tu sais, sans les perdre et sans... Bref, je suis dans la réflexion aussi, mais je vais t'envoyer des questions plus précises. Oui, c'est vraiment des orientations à prendre et c'est-à-dire dans le cadre de subventions, pour nous, c'était un peu un no-brainer dans le sens Ouais. où on l'a reçu, l'objet, on continue de l'entretenir, mais on se disait que ce serait dommage que ça freine une famille, par exemple, qui en a un casse-tout, d'aller emprunter un instrument parce Ouais. qu'ils ont peur qu'il soit brisé. Donc, c'est une question de philosophie. Puis, Ouais. voilà. Il faut arriver à Ben faire oui, passer ça aussi après quand tu expliques ton budget. n'est-ce pas? Oui. Bon, mais merci beaucoup en tout cas. Ça me Bye. fait plaisir. Salut. Ben merci. En tout cas, je suis contente. Il y a beaucoup de monde. Oui, d'après les commentaires dans le chat, les gens ont bien aimé ça. Ont trouvé la présentation très intéressante. Ouais, ça m'a fait plaisir. Puis, comme vous le voyez, c'est beaucoup de défis, beaucoup de questions. Puis, comme on est un gros réseau, nous, c'est vraiment la coordination, la mise en commun de l'expertise, le partage d'informations, les enjeux. Mais pour les pratiques, il y en a tellement, c'est tellement diversifié. On peut juste essayer de trouver le point commun, là, puis d'avoir des lignes directrices pour ça. Mais félicitations, si vous décidez de vous lancer dans le prêt d'objets, c'est des beaux défis, puis c'est des beaux résultats surtout. Mais merci tout le monde. Bien, un immense merci à toi d'avoir partagé ça avec nous. Puis, en fait, comme c'est enregistré, on va pouvoir diffuser sur les canaux habituels de la FMD. Donc, ça va rester pour la postérité.